Bienvenue à tous. Elle a son mot à dire dans le processus de défense et de promotion des droits de l'homme. Aux côtés de l'État, la société civile joue sa partition pour faire bouger les lignes. Et dans le cadre du passage du Togo à l'examen périodique universel, les organisations de défense des droits de l'homme expriment leurs préoccupations. C'est le cas du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT, dont le directeur exécutif est notre invité sur ce plateau, Ghislain Kofi Niakou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité d'échanger avec les téléspectateurs. Monsieur Niakou, dans la perspective du passage du Togo à l'examen périodique universel, vous avez validé il y a quelques mois ce que vous appelez les rapports alternatifs. En quoi ce processus était-il important pour vous? Je voudrais d'abord rappeler que l'examen périodique universel, contrairement à d'autres mécanismes des Nations Unies qui appellent à la promotion et à la protection des droits de l'homme, que sont les organes des traités, l'examen périodique universel est un mécanisme des pairs, des États, qui s'auto-évaluent entre eux. Et la société civile est encouragée à s'insérer dans ce processus pour accompagner les États, pour avoir de bonnes recommandations et pour pouvoir implémenter ces recommandations de la meilleure des manières dans leur pays. C'est dire clairement que le PU, l'examen périodique universel, donc, concerne d'abord et avant tout les États. Et il prend en compte l'ensemble des droits de l'homme. Et c'est le seul mécanisme, comme je l'ai dit tantôt, des Nations Unies, qui a ses particularités aussi. Non seulement elle est un examen entre les pairs, entre les États, mais le PU est aussi, et en même temps, un examen de l'ensemble des droits de l'homme. Moi, j'aime bien à le dire, je dis souvent, ça parle du développement humain dans son ensemble. Et donc, ce mécanisme-là, qui, pour le troisième cycle, a commencé et que le Togo doit passer devant l'examen périodique universel en janvier 2022, la société civile togolaise, donc, répondant à cette volonté des Nations Unies de voir la société civile prendre sa part active dans le dialogue, a aussi produit des rapports. Ces rapports, plusieurs organisations ont produit des rapports. Toutefois, nous avons coordonné une coalition de près de 55 organisations togolaises pour produire divers rapports. Nous avons produit au moins 10 rapports thématiques, un rapport sur les droits des femmes avec des organisations de femmes, un rapport droits des enfants, personnes, groupes vulnérables, droits civils et politiques, que nous avons scindé en 2 rapports séparés, un sur la torture, les mauvais traitements et les conditions de détention. Et justement, c'est ce que vous considérez comme recommandations urgentes. Et nous allons les énumérer sur ce plateau. D'abord, vous parlez des conditions de détention au Togo. Comment les décrivez-vous? Je nous renvoie tous juste aux dernières recommandations du Comité contre la torture en juillet 2019, où le comité disait que, par exemple, la prison civile de Lomé, elle est impropre à la vie humaine et a recommandé carrément la fermeture de cette prison. Nous saluons et nous l'avons relevé dans le rapport de l'EPU, le fait que le gouvernement ait octroyé à ce jour un terrain pour la construction d'une nouvelle prison, répondant ainsi aux préoccupations du comité et des différents organes des Nations Unies qui traitent des questions des droits de l'homme. Donc, la question des conditions de détention est une préoccupation. Il ne faut pas que nous oublions que les gens qui sont en prison aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, ne sont pas encore jugés. Donc, ils sont présumés innocents. Et donc, quelqu'un qui est présumé innocent doit, au minimum, quand elle est envoyée en prison, être traitée de manière humaine. Et ce qu'on constate, c'est que nos prisons n'ont pas les capacités requises
pour avoir le nombre de personnes qui y sont mis. À Lomé, nous avons plus de 200 et quelques % de surpopulation, pour une prison de 666 personnes à peu près. Donc, quand on voit même la structure de la plupart des prisons, ce n'est pas des endroits adaptés, créés, construits pour cela. C'est pourquoi, en temps, les plaidoyers ont permis d'avoir la prison civile de Palimé, qui, parce que justement, nous n'avons pas assez de prisons, commence déjà aussi par être remplie. Il y a les conditions liées à l'alimentation. Les détenus n'ont pas une alimentation saine. L'alimentation qui leur est d'abord, c'était pas suffisant. Ils avaient un repas en plus après 2. Avec la Covid, le gouvernement a fait l'effort d'aller à 3, mais la consistance demeure toujours une préoccupation. Il n'y a pas que les conditions de détention qui vous préoccupent. Vous parlez aussi des mesures pour prévenir les actes de torture ou des mauvais traitements cruels, inhumains et dégradants. Sur ce plateau, vous nous disiez il y a quelques mois que vous notiez des améliorations. Que reste-t-il encore à faire ? Quand nous disons souvent que nous notons des améliorations, je pense que je l'avais précisé dans le temps, c'est surtout l'ouverture des autorités au dialogue et la ratification, en tout cas l'existence le pas vers le renforcement pour avoir un corpus juridique solide pour avancer sur la question. Maintenant, dans l'effectivité de la lutte contre l'impunité de ces actes, la préoccupation demeure pratiquement entière pour nous. Nous avons dit aussi sur ce plateau que nous avions saisi et ce que nous faisons souvent la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour vient encore, et on le saura dans les jours à venir, de condamner l'État togolais sur 2 cas de violation des droits de l'homme, donc d'actes de torture, démontrant ainsi la nécessité pour le juge au niveau national de faire son travail pour que ce ne soit pas au niveau régional que nous ayons des condamnations. Alors, quand vous parlez de l'impunité, puisque c'est une préoccupation pour vous, comme l'indique d'ailleurs la dénomination de votre organisation, alors cette recommandation, vous la trouvez aussi urgente. L'impunité dont vous parlez, elle s'observe à quel niveau ? L'impunité appelle à une bonne administration de la justice. Vous savez que récemment, un acteur majeur de la justice, le président de la Cour suprême, est sorti par 2 fois pour appeler ses compères au respect de leur engagement, à un travail sérieux, un travail professionnel pour rendre justice. La justice est le socle d'une nation, de la démocratie et de tout ce que l'on peut imaginer pour faire avancer une nation. Même le développement passe par une bonne administration de la justice. Donc pour nous, la question de l'impunité est liée intrinsèquement à la justice. S'il y a une bonne justice, l'impunité disparaîtra. Parce que l'état de droit recommande à ce que tous les citoyens soient assujettis à la loi. Et donc, dans ce contexte où on a comme l'impression que face à certaines situations, il y a des citoyens qui échappent à la rigueur de la loi, et il y a des pléthores d'exemples, que ce soit sur des questions liées aux actions politiques ou autres, ou alors sur des questions de plus en plus décriées par certains mêmes journalistes qui portent sur les questions de corruption. Et donc pour nous, l'impunité a 2 volets, l'impunité liée aux actes de violation des droits de l'homme et l'impunité liée aux actes de corruption. Et donc pour nous, il s'agit pour le gouvernement, pour l'autorité, si nous voulons que le PND puisse, après quand on fera l'évaluation, puisse il y a des avancées majeures, il faut forcément que la lutte contre l'impunité soit une réalité. Sinon, si les gens détournent et que tout cet argent aurait pu servir à construire le pays, et que ce n'est pas le cas, aurait pu servir à créer de l'emploi, qui va encore générer de l'emploi, parce que ça va encore donner, en donnant du travail aux gens, en créant des passerelles pour que les gens puissent avoir des opportunités d'emploi et d'affaires, ça va créer encore de la richesse et donc de développer le pays. Donc, vous voyez, derrière, quand nous parlons de la question de l'impunité, ce n'est pas lié seulement à des faits
où nous voyons des gens sortir dans la rue, ils sont bastonnés et tout, mais c'est lié intrinsèquement à l'appareil judiciaire dans son ensemble pour assurer l'état de droit. Et en jetant un coup d'œil sur vos recommandations, on s'aperçoit que vous soulignez également la nécessité de renforcer les structures éducatives et sanitaires. Bien sûr, bien sûr. Souvent, on nous reprochait jusqu'à très récemment de ne pas nous intéresser trop aux droits économiques, sociaux et culturels. Parce que justement, vous préoccupez trop des droits civils et politiques. C'est ce qui transparaît a priori, mais en réalité, c'est aussi l'histoire de notre pays et la situation sociopolitique qui nous tire beaucoup plus vers la défense de ces droits parce que c'est des droits qui sont liés à la vie directement de la personne. Toutefois, nous travaillons beaucoup sur les droits économiques, sociaux et culturels aussi. La preuve, comme vous le dites, nous avons fait un rapport thématique lié à cette situation où nous avons déploré les questions liées, en tout cas les défis majeurs liés aux soins de santé dans notre pays. Et surtout, tout ça avec les infrastructures, les structures derrière qui ne répondent pas aux attentes des populations et donc appeler l'autorité, les décideurs à prendre les décisions courageuses pour faire avancer les choses. Et d'ailleurs, récemment, avec le contexte Covid, sentant que les choses, la question de l'accès aux soins de santé, c'est encore avérée, importante comme un sujet sur lequel il faut traiter. Nous avons vu récemment que même le syndicat, le Synfort, ils sont sortis pour eux-mêmes reconnaître quand même qu'il y a des choses à faire à leur niveau aussi en tant que médecins pour améliorer la qualité du service donné, mais en même temps appeler l'autorité à faciliter leur action sur le terrain, à mettre en place des structures qui permettent de répondre efficacement aux soins de santé. Nous avons fait la même chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'éducation. L'éducation qui, si vous, aujourd'hui, vous faites le tour un peu à l'intérieur du pays, nous qui allons dans les villages reculés, nous avons un programme en ce sens maintenant, nous allons vraiment dans les campagnes. C'est vraiment triste et déplorable de voir les conditions dans lesquelles... Des défis restent encore à relever dans ce domaine. Beaucoup de défis. Et vous laissez aussi préoccupé par ce que vous appelez une urgence à rendre effective la loi portant aide juridictionnelle qu'indique concrètement ce projet. Oui, l'aide juridictionnelle, en fait, tout citoyen a droit à une justice juste et équitable. Mais il se fait qu'il y a des citoyens qui n'ont pas véritablement les moyens de pouvoir faire face à la justice, notamment avoir accès à un avocat et tout. L'aide juridictionnelle vient pallier ce manque, donner la possibilité à l'indigent qui, en tant que citoyen, a besoin d'avoir aussi une justice juste et équitable, d'avoir l'arsenal, d'avoir en tout cas l'appareil judiciaire lui offre les possibilités d'une bonne défense. Sauf que jusque-là, c'est quelque chose qui est recommandé, c'est quelque chose qui est attendu, mais ce n'est pas encore effectif. Et donc, vous voyez que beaucoup de citoyens, s'ils se plaignent aussi de l'appareil judiciaire, s'il y a dans nos prisons certains citoyens qui ne sont pas jugés depuis plusieurs années et tout, c'est justement parce que s'il y avait cette aide, voilà, s'il y avait cette aide-là, ces citoyens indigents, bon, si je peux le dire ainsi, auraient pu bénéficier de cette aide pour que leur dossier puisse avancer assez rapidement. Et comme on l'a dit, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on parle de droits de l'homme, tout de suite, on se réfère aux droits civils et politiques. Et parmi vos recommandations, vous soulignez et vous indiquez aussi qu'il faut que le pays ratifie le protocole facultatif au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors, qu'est-ce que vous en attendez concrètement ? Oui, en réalité, l'intérêt de la ratification de ce protocole, c'est de permettre aux citoyens de pouvoir saisir directement le comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les cas de violation d'un de ces droits. Jusque-là, ce que nous faisons, on envoie des rapports au comité, mais un individu, par exemple, je donne un exemple simple,
nous sommes allés non loin de Lomé, dans la zone de Tchévier, un peu après par là, pour faire le monitoring, justement, dans le cadre des desks. Et nous avons constaté que la population n'avait pas accès à l'eau et qu'ils allaient puiser de l'eau sale un peu partout là-bas pour répondre à leurs besoins en eau. Et donc, ces populations, si le comité de Togo avait ratifié justement ce protocole facultatif, les populations auraient pu saisir ce comité directement pour que l'État puisse venir mettre sur place l'eau pour eux. Parce que sans l'eau, il n'y a pas la vie, comme vous le savez. Et vous tirez également la sonnette d'alarme sur la nécessité de renforcer la protection des défenseurs des droits de l'homme. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous subissez, vous, défenseurs des droits humains? D'abord, quand on parle de défenseurs des droits de l'homme, souvent, les gens étiquettent un certain nombre de catégories de citoyens. Or, ce n'est pas le cas. Un défenseur des droits de l'homme, selon la définition qui est dans la déclaration des défenseurs des Nations Unies, c'est toute personne qui agit. Donc, c'est l'objet qui est pris en compte, qui agit pour le respect d'un des droits de l'homme défendus par les Nations Unies ou tout autre instrument pertinent. Ça veut dire qu'en réalité, un citoyen lambda aussi qui, un jour ou l'autre, se lève pour dire « Ah, ok, nous, par exemple, ceux qui sont en train de parler de la vie chère et tout actuellement, c'est des défenseurs aussi. » Vous voyez, souvent on étiquette ceux qui sont les ODDH ou les journalistes comme défenseurs seulement, mais tout citoyen qui s'intéresse à la défense d'un droit particulier ou collectif et tout dans la cité est un défenseur. Donc, si on le voit ainsi, vous comprenez alors qu'il y a matière à penser à la protection des défenseurs. On l'a compris. Merci Ghislain Kofi Niakou d'être passé sur ce plateau, nous parler de ce processus qui va conduire le Togo à son passage à l'examen périodique universel. Vous êtes le directeur exécutif du CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.